Stéphane Chris Victor Soloma. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 1. Troisième épisode. Edith et ce jeune homme vinrent dans ma direction. Ils sortirent de cet espace convivial et pénétrèrent cette grande terrasse, composée d'autres congénères, pour aller à ma rencontre. À l'approche de ses pas, je sentis un parfum agréable émaner de lui. « Margaret !» Je fis la sourde oreille, tout en faisant mine de ne rien entendre. J'étais une vieille femme sénile, qui n'avait plus toute sa tête. « Margaret !» Elle me saoulait de répéter mon nom comme ça. Je devais arrêter de jouer avec ma reine. Sinon, je n'allais pas hésiter à la lui balancer en pleine figure à la moindre appel. Je la déposai sur l'échiquier et je lui montrai mon faux sourire. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» dis-je avec la parole d'une vieille femme à la voix tremblante, comme si j'étais sur le point de mourir. « Il y a ce gentil monsieur qui voudrait te parler. Peux-tu lui accorder un peu de ton temps, s'il te plaît ?» J'étais là, à les regarder tous les deux. Je ne savais pas s'il fallait lui dire oui ou l'envoyer se faire paître. On peut dire qu'aujourd'hui, c'était le jour de mon anniversaire. Je n'étais pas d'humeur à être désagréable. « Oui, bien sûr. Prends place, jeune homme. »« Merci à toi, Margaret. Allez-y, installez-vous. »« Merci bien. » Edith retourna à sa tâche d'accompagnatrice et d'auxiliaire de vie, tandis que ce jeune homme recula cette chaise en face de moi et posa ses fesses dessus. Il avança un petit peu afin d'être plus proche de la table. Il me montra une face agréable, dénuée de toute mauvaise intention. Je fis de même en m'y forçant à jouer un rôle. Qu'un inconnu veuille me parler était la dernière chose que je voulais. Je n'avais pas de cœur à cela. Cela m'épuisait dans ma moindre sympathie. Ceci étant dit, je devais arrêter de me plaindre. Après tout, c'était moi qui avais autorisé cet entretien. La moindre chose, c'était de me montrer aimable. « Que puis-je faire pour vous, jeune homme ?» demandai-je dans mon aimable politesse forcée. « Allez, souris, Margaret. T'es une femme. L'hypocrisie et le masque de la fausse image, c'est ton talent naturel. Vous êtes bien Margaret en scène, n'est-ce pas ?» disait ce jeune inconnu.
Je ne savais pas que j'étais célèbre à ce point. À l'époque de ma folle carrière, une page avait déjà été tournée. J'étais devenu une parfaite inconnue du jour au lendemain. Alors, comment cela se faisait-il que ce bel étranger à la peau chaude et à la fois beige, doublé d'une belle chemise blanche cassée, cachée par sa jolie veste en cuir d'aile de corbeau, sache qui je suis? Je n'étais plus d'humeur à rire. Je devais me montrer prudente. Comment connaissiez-vous mon nom? Vous étiez une économiste très réputée dans les années 2047. Vous aviez publié de nombreux articles dans le New World Global Economics. L'une des plus célèbres, c'était, si je me souviens bien, l'économie quantique. Et si on levait le voile? Dans cet article, vous posiez des questions sur le fait d'enlever les barrières de l'économie quantique et les dérives que cela pourrait engendrer. Vous avez même publié un livre sur le sujet qui a été paru sur Amazon dans les années 2049, intitulé Les barrières de l'économie quantique, une économie sans limite. Il avait reçu de nombreux prix. Il avait été salué par le Washington Post et le New York Times, et bien sûr par la presse internationale. Il avait reçu aussi des critiques. Rappelai-je à ce jeune homme curieux l'envers du décor de mon grand succès. Je ne me suis concentré que sur le positif vous concernant, me dit-il. Cela faisait des années que l'on ne m'avait pas complimenté de la sorte. J'en étais flatté. Je commençais déjà à apprécier la présence de ce bel étalon pour mon vieux âge. Quel est votre nom, jeune homme? Joshua. Joshua Matthew. Me donnait-il son nom complet? Je voyais en lui un certain air de nostalgie. Mon premier-né s'appelait aussi Joshua. Cette peste d'Égone avait pris sa vie, après avoir pris celle de son père 10 ans plus tard. Était-ce une coïncidence si ce jeune homme se trouvait là, en face de moi? Mon fils tentait-il d'entrer en contact avec moi? Le fait même de penser à lui me donnait un sentiment de vide. Il me manquait terriblement, même après 55 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Mathieu? Je suis professeur d'université à Fayetteville et en même temps historien de profession. Historien et professeur d'université? N'est-ce pas trop dur pour vous de faire les deux métiers en même temps? J'aime autant enseigner que de faire des recherches sur des événements de notre époque qui se sont déroulés pour en faire une reconstitution afin de comprendre l'élément déclencheur
qu'a conduit à tel ou tel événement. Le salaire y est aussi pour beaucoup. Aussi cela, me souriait-il. J'avais réussi à lui faire avouer la véritable raison de sa double profession. Je me délectais même de cette prouesse. Vous êtes né à une belle époque, mon jeune Joshua. Vous bénéficiez des privilèges que vous procure le salaire variable. À mon époque, ce n'était pas toujours le cas. Le salaire fixe ne le permettait pas, du moins à l'époque de mes parents. Expliquai-je à ce jeune Joshua les affres de cette vieille époque, celle qu'avaient connue mon père et ma mère et dont j'ai été témoin en partie depuis l'enfance, avant que ce grand événement arrive et vienne tout chambouler à cause d'un certain homme. Vous, comme moi, vous avez aussi profité de cet avantage et de ce privilège en quelque sorte. Malin ce petit Joshua. Il avait réussi à me faire prendre dans mon propre piège. C'était un plaisir de m'amuser avec lui à ce petit jeu. Touché, disais-je en souriant. Nous restions tous les deux calmes et on s'observait mutuellement, l'un à l'autre, d'une façon très agréable, comme si on se connaissait depuis toujours. Moi, qui étais si revêche, avec l'âge sans doute, je commençais à manifester un certain intérêt. Je voulais en apprendre plus sur lui. Qu'est-ce qui vous amène à venir me voir dans mon humble demeure, même si ce n'est qu'une pension de vieux retraités cramoisis et ramollis, je ne vais que me contenter de cela. Me moquai-je. Je levai mes vieux bras et je lui montrai l'immense de ma fabuleuse demeure, qui était le pensionnat Georges Farley. Je suis venu vous voir pour que vous me donniez quelques renseignements. De quel genre? En fait, je suis actuellement en train de faire des recherches sur des événements et faits marquants qui ont marqué l'évolution de notre économie dans le monde à partir des années 2020 jusqu'à nos jours, et l'impact qu'a eu l'économie quantique sur ces différentes époques. Je mène également des recherches sur des événements divers qui ont joué un rôle plus ou moins majeur. Je le fais en vue des préparations des prochains cours que je vais donner à mes étudiants. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement dérangé durant mes recherches. Quelle chose? Demandai-je. J'avais une sorte d'appréhension par rapport aux informations qu'il allait me sortir. J'étais intrigué. Durant le parcours de mes recherches et des informations que j'ai pu collecter,
J'ai retrouvé la trace d'une société qui avait connu un vrai succès, une véritable réussite, avec des chiffres d'affaires qui battaient tous les records dans les années 2070. Elle avait reçu de nombreux prix Nobel. Les plus gros investisseurs du monde voulaient se l'arracher. En 2075, elle a fait une entrée en bourse, doublée d'un levée de fonds hors du commun. Et puis, plus rien. Elle a disparu du jour au lendemain. On n'en a plus entendu parler d'elle. Vous voulez parler de la société Bernard Moore? Cette société de communication a fait faillite dans les années 2078. Même le magazine New Business World Global en parle dans l'un de ses articles, qui avait été publié un an plus tard. J'ai pensé la même chose, mais il y a quelque chose d'étrange là-dessus. Expliquez-vous, lui demandai-je. J'étais curieuse de la façon dont il avait poussé son raisonnement. Normalement, lorsqu'une société tombe en faillite, il y a un processus de déclin, avec plusieurs facteurs de scénario qui s'enclenchent. Vente à découvert, perte, baisse du chiffre d'affaires, dette, tout le long du trimestre, du début jusqu'à la fin. Ce processus est lent et progressif sur le long terme. Et alors, ce qui est étrange avec la société Bell Armor, c'est qu'elle n'en a aucun. Son processus de déclin qui l'a conduit à la faillite à cette époque-là, je ne la trouve nulle part. Fin 2077, elle fait un excellent bilan au quatrième trimestre. Début 2078, au premier trimestre, elle se trouve subitement dans le rouge. Elle n'avait même pas déclenché ses premières ventes. Peut-être qu'elle avait investi en bourse et qu'elle avait tout perdu. Impossible. Le marché boursier est toujours à la hausse et n'a plus chuté depuis 2030. Cela fait maintenant 90 ans que les entreprises cotées sont prospères. Elle n'a pas investi en bourse, ni dans les entreprises non cotées au début du premier trimestre de l'année 2078. Elle est passée d'une entreprise vierge, prospère, forgée d'une bonne santé financière, solide sur le long terme, à une entreprise en ruine dans le rouge avec un bilan catastrophique, et cela sans avoir réalisé aucune perte. M'informa-t-il. Bizarrement, je restais calme. Je ne montrais aucune ardeur dans mon attitude silencieuse. Quelque chose me disait
que ce jeune Joshua se rapprochait de ce que je savais. Fin du 3e épisode.